Johnson. Donc nous allons finir avec la cinétique chimique. Cette fois-ci, nous parlerons de l'ordre d'une réaction, des facteurs cinétiques et enfin du mécanisme réactionnel. Alors, parlant de l'ordre d'une réaction, voilà un petit tableau que j'ai préparé pour vous. Donc, dans ce tableau, nous parlerons de la loi de transformation et du temps de demi-réaction. Donc, pour une réaction d'ordre 1, Kt égale à ln de C0 sur C, le temps de demi-réaction égale ln de 2 sur K. Ce temps de demi-réaction, il est indépendant de la concentration initiale. Alors, pour une réaction d'ordre 2, la loi de transformation donne Kt égale 1 sur C moins 1 sur C0. Le temps de demi-réaction vaut 1 sur Kc0. Parlons maintenant des facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques, entendez ces paramètres-là qui font accélérer une réaction chimique. Donc, lesquels nous allons retenir comme exemple: le catalyseur, la température, la molarité, la pression quand il s'agit des gaz, la surface de contact lorsqu'il s'agit des solides. Alors, je précise quand même que pour la température, comme on le dit, toutes choses égales par ailleurs. Quand vous augmentez la température, ça va plus vite. Quand vous baissez, ça va moins vite. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au cas de la catalyse, du catalyseur, dont par définition, c'est l'action d'un catalyseur sur une réaction chimique. Les différents types de catalyse, il y a la catalyse homogène, hétérogène, autocatalyse et la catalyse enzymatique. Les propriétés donc de la catalyse. Une catalyse a un rôle purement cinétique, une action sélective, un rôle spécifique et ça s'utilise en faible quantité. Alors, par opposition à catalyseur, vous avez l'inhibiteur. Donc, si le catalyseur, lui, il accélère la réaction chimique, l'inhibiteur, lui, vient ralentir la réaction. Et enfin, parlons du mécanisme réactionnel. Voilà, dans la troisième et dernière partie, nous allons voir le mécanisme réactionnel. On va s'intéresser aux différentes étapes d'une réaction en chaîne. Alors, ça comprend trois phases. Vous avez d'abord la phase d'initiation, au cours de laquelle il se crée les centres actifs. La seconde, c'est la phase de propagation, où il y a consommation. C'est-à-dire le centre actif qui est créé, il apparaît du côté des réactifs, il est consommé. Donc, il y a de nouveaux centres actifs qui se créent et après réapparaît ce centre actif. Donc, plus simplement, on dira consommation et régénération de ce centre actif. Et enfin, dans la dernière phase, vous avez la disparition des centres actifs. La réaction se passe entre les centres actifs, identiques ou non identiques. Alors, on a l'impression qu'on établit plutôt le bilan de la réaction de la phase inverse d'initiation. Alors, c'était donc tout l'essentiel de ce qu'il fallait retenir sur la dernière partie de ce chapitre qui traite sur la cinétique chimique. Et bien maintenant, nous allons faire une petite évaluation de la situation. Voilà, je vous propose donc cette petite évaluation en son support qui dit: on réalise la saponification du méthanoate d'isopropyl, c'est-à-dire un ester par la soude. Pour des concentrations initiales C0 de chaque réactif, donc on a affaire à un mélange équimolaire, on remarque qu'à la date T1 égale à 5 minutes, il est resté C1 égale 5,10⁻²2 mol par litre d'ester. Et à la date T2 égale 15 minutes, il est resté C2 égale 2,5/10⁻²2 mol par litre. Alors, quelle est la toute première consigne? C'est d'écrire l'équation bilan de la réaction. Il s'agit bien entendu ici d'une réaction de saponification, c'est-à-dire d'une réaction entre un ester et une base forte. La première consigne demandait d'écrire l'équation de la réaction de saponification du méthanoate d'isopropyl par la soude. Donc voici écrit la formule du méthanoate d'isopropyl qui réagit donc avec de l'hydroxyde de sodium que j'écris avec du HO- parce que c'est une base forte après tout. Donc c'est une hydrolyse en fait, ça coupe la molécule, ça fait HCOO- plus alors de l'alcool isopropylique qui se forme. On demande dans la deuxième question d'écrire la loi de transformation d'une réaction d'ordre 2. Donc je vais écrire la double expression de la vitesse. Je sais que V égale à moins dérivée de C par rapport au temps, C qui désigne la concentration restante de l'ester, et la vitesse est aussi égale à Kc carré. Je vais poser donc une égalité entre les deux vitesses, c'est-à-dire V égale à V, ça fait Kc carré
égale à moins dérivée de C par rapport au temps. Je vais permuter de place à C carré et à dt, ça me fait alors K dt égale à moins dc sur alors C carré. Et je vais devoir intégrer, pour faire partie de la dérivée, je vais devoir intégrer cette ligne-là, ça fait intégrale, intégrale. Je précise les bornes. Je suis ici avec le temps. À la date t égale à 0, la concentration initiale est C0. À un instant t quelconque, la concentration restante est C. Donc, quelle est la primitive de la constante K par rapport au temps? Ça fait KT. Et je remets les bornes, ça fait 0 à t égale. Alors, si je vois bien cette formule, elle ressemble un peu de près à moins u' sur u carré. Et la primitive de cette expression, c'est 1 sur u. Donc, ça me donne alors ici 1 sur c. Je précise les bornes C0 à C. Je remplace ici T par T, ça fait KT, moins T par 0, ça fait 0, égale. Je remplace donc C par C, ça fait 1 sur C, moins C par C0, ça fait moins 1 sur C0. Voilà établi la loi de transformation d'une réaction d'ordre 2, dans laquelle le K désigne la constante de vitesse. Troisième consigne, on demande de déterminer les valeurs de C0 et K. C0, la concentration initiale, K, la constante de vitesse. Voilà le tableau. T pour désigner l'instant et C pour désigner la concentration restante de l'ester. Donc on nous a dit à la date T1 il était resté C1, à la date T2 il était resté C2. Cependant il faudrait quand même rappeler ce qui est évident. L'évident c'est que toute réaction commence à la date T égale à 0 et à cette date là la concentration initiale était C0. Alors je vais maintenant rappeler la loi puisqu'il s'agit d'une réaction d'ordre 2. J'écris KT égale à 1 sur C moins 1 sur C0. Je vais l'appliquer à la première date. Ça me donne alors 1. Ça fait KT 1 sur C1 parce que pour T, 1 correspond C1. Et je remets la même loi. Ça fait KT égale à 1 sur C moins 1 sur C0. Je l'applique pour la deuxième date également. T2, C2. Maintenant, le problème c'est que dans chacune de ces deux égalités, j'ai les deux inconnus que sont K et C0. K et C0. Si c'est le cas, je vais former alors un système d'équations avec les deux. Alors, je forme le système d'équations. Je vais devoir éliminer une des deux inconnues. Il est plus probant d'éliminer ici le 1 sur C0 en multipliant l'une des lignes par moins 1. Je vais multiplier la première par moins 1. Donc, qu'est-ce que ceci va me donner? Ça donne alors ici à gauche moins KT1 égale, ça fait donc moins 1 sur C1 et là ça fait plus 1 sur C0. Je remets la deuxième ligne, ça fait KT2 égale à 1 sur C2 moins 1 sur C0. Je fais la somme membre à membre. Ça fait donc KT2 moins KT1 égale 1 sur C2 moins 1 sur C1. 1 sur C0 moins 1 sur C0 qui donne 0. Je factorise ici, ça fait K facteur de T2 moins T1 égale à 1 sur C2 moins 1 sur C1. J'en déduis le K qui est égal. Je fais passer ce facteur de l'autre côté. T2 moins T1 facteur de 1 sur C2 moins 1 sur C1. Voilà la formule qui me permet de faire les calculs. Les valeurs numériques de T2, T1, C2, C1 étant connues. Donc, je pose l'application numérique et je trouve alors la valeur. Donc, l'application numérique nous donne 2. Cependant, il faut rappeler l'unité et toujours déposer l'unité à côté. Alors, on voit que nous avons ici l'inverse du produit de la concentration par le temps. L'inverse du produit de la concentration par le temps. Donc, l'inverse de la concentration, ça fait mol moins 1 litre. Multiplié par l'inverse du temps, ça fait alors ici la minute moins 1. Voilà, donc trouver la valeur de K avec l'unité précisée. Alors, puisque nous avions les deux inconnus qui étaient dans les deux équations, je vais utiliser une méthode mixte, c'est-à-dire je vais juste prendre, au lieu que je continue avec cette méthode, je vais prendre une des deux équations et puis tirer l'inconnu C0. Je prends donc la première qui fait KT1 égale à 1 sur C1 moins 1 sur C0. C'est le C0 mon objectif, il est d'ailleurs négatif à gauche. Je l'envoie à droite, ça fait 1 sur C0 égale à 1 sur C1 moins KT1. Ça fait 1 sur C0 égale. Je ne peux pas inverser tant que je n'ai pas une seule fraction de ce côté-ci.
Je vais réduire au même dénominateur, ça fait donc 1 moins KT1C1. Sur alors C1, je peux désormais inverser, ça fait C0 égale à C1 sur 1 moins KT1C1. Donc voici donc la formule qui va me permettre de calculer le C0. La valeur numérique de C1 étant connue, celle de K est connue, T1 est connue, C1 est connue. Donc C0 nous donne on demande ici de déterminer le temps de demi-réaction. Dans l'essentiel du cours, nous avions donné l'expression du temps de demi-réaction pour les différents ordres d'une réaction chimique. Cependant, nous allons nous amuser quand même à démontrer la loi qui permet d'établir le temps de demi-réaction. Alors, on parle du temps de demi-réaction, T étant la variable, je dis à T égale à T1 demi. Si nous sommes partis de C0, c'est qu'il doit rester à cette date-là la moitié de la concentration initiale. Donc, la définition du temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel disparaît la moitié du réactif limitant. Alors, ça me permet alors de rentrer ceci dans la loi étant KT égale à 1 sur C moins 1 sur C0. Au temps de demi-réaction, lorsque T devient T1 demi, c'est que le C est censé devenir C0 sur 2. Donc, C0 sur 2, ici je vois bien très clairement que 1 sur C, c'est l'inverse de C. Et si le C est censé être C0 sur 2, l'inverse devient alors 2 sur C0. Ça fait KT1 demi égale alors à 1 sur C0, c'est-à-dire T1 demi égale tout simplement à 1 sur KC0. Voici donc la formule à appliquer pour déterminer le temps de demi-réaction. Dans cette dernière consigne, on demande de déterminer la vitesse aux instants T1 et T2. Alors, il n'y a pas de loi qui lie directement la vitesse au temps. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de retourner à l'expression de V d'après Ventov qui dit V égale à KC carré. Alors si je suis à l'instant de date T1, j'appelle la vitesse T, V1. Donc à T1 égale à 0, j'ai V1 égale K multiplié par que vaut la concentration à la date T égale à 0, cette concentration était initiale et vaut C0, ça fait C0 carré. Donc numériquement ça me donne, donc à la date T1, la vitesse vaut donc 2 10 moins 2 mol, litre moins 1, minute moins 1. Et nous partons à la seconde date, à T2 égale à T1 demi, V2 égale à K, que vaut alors la concentration à la date T1 demi. Nous avions dit à la date T1 demi, la concentration vaut la moitié de la concentration initiale. Donc ça fait alors ici C0 sur 2, à élever donc au carré, ça fait K C0 carré sur K. Donc V2 numériquement est égal à... Bien donc numériquement V2 vaut 0,5 17 moins 2 mol litre moins 1 minute moins 1. Vous voyez, j'ai fait l'effort de déposer les deux dans la même puissance de 10 et la comparaison devient plus aisée. Donc il s'agira juste de comparer 0,5 et 2. Donc à l'instant initial, la vitesse vaut 2 17 moins 2. La réaction avance, ça fait 0,5 17 moins 2. On constate que la vitesse diminue au cours du temps. Donc voilà la conclusion. La vitesse diminue au cours du temps, après bien entendu avoir comparé V2 et V1. Alors, comme d'habitude, on se lave les mains proprement et donc demain t'appartient.